Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue aux Nocturnes du Plan de Rome. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une belle et heureuse année 2021. Ce soir, nous allons faire quelque chose d'un peu inhabituel. Pour une partie de la Nocturne, nous allons nous transposer à une autre époque que le IVe siècle, l'époque choisie pour la maquette virtuelle. Nous allons en effet évoquer un événement qui se situe au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est une des possibilités offertes par la réalité virtuelle que de se transposer non seulement dans l'espace, mais également dans le temps. L'assassinat de César est un événement fascinant à plusieurs titres. D'abord, par la personnalité de la victime. César est un homme extraordinaire au sens propre du mot. Ensuite, par le moment qu'il marque dans l'histoire romaine. C'est la fin de la République, les prémices du régime impérial. Enfin, par le fait qu'on peut suivre l'événement heure par heure grâce à 5 récits d'auteurs différents. Après avoir évoqué rapidement les causes de l'assassinat, nous parcourrons donc les lieux du drame dans la Rome moderne. Nous verrons ainsi que non seulement nous pouvons repérer l'emplacement où César a vu pour la dernière fois le soleil se lever dans sa maison, mais que grâce à une équipe espagnole, d'archéologues espagnols, nous connaissons maintenant l'endroit précis où le corps de César est tombé au sol. Nous verrons également comment, le jour des funérailles, la population s'est retournée contre les conjurés. Et puis, nous verrons ensuite comment Rome a toujours gardé le souvenir de César en le divinisant et en lui élevant un temple en plein forum, mais aussi en conservant sous un énorme bloc de béton l'endroit où il mourut. C'est l'étonnante découverte dont je vous parlais à l'instant. Pour finir, Sophie vous en emmènera dans la Rome du 1er siècle avant Jésus-Christ, sur les lieux du drame en 44 avant Jésus-Christ, dans le portique de Pompée, tel que César a pu le voir pour la dernière fois. Puis, elle reviendra au IVe siècle pour vous emmener sur le forum pour visiter le temple à César divinisé. Alors, paradoxalement, si nous connaissons très bien le nombre des conjurés, 24, leur nom pratiquement, pour tous, les lieux, la façon dont s'est passé le drame, eh bien, paradoxalement, nous sommes beaucoup moins bien renseignés sur les raisons, les motivations des conjurés. Et cela se comprend. Les 5 récits dont nous parlions tout à l'heure appartiennent tous à l'époque impériale, c'est-à-dire sous un régime dont précisément ne voulaient pas les conjurés. Donc on ne peut attendre de ces 5 auteurs une vision parfaitement objective des causes de la conjuration. Tout cela est très bien expliqué dans les 2 livres que je vous présente à l'écran, celui de Robert Estienne, qui donne l'intégralité des 5 textes dont je vous parlais, et celui de Paul Marius Martin, qui a une focale plus large et qui, dans un style passionnant, raconte à la fois non seulement l'assassinat, mais également ses causes et ses conséquences. Je ne vais donc pas m'étendre sur cette question, mais cette monnaie, à elle seule, dit beaucoup de choses. Elle exprime les 3 pouvoirs de César. César, d'abord, vous le voyez sur l'image de gauche, est représenté la tête voilée. Il est grand pontife, c'est-à-dire qu'il est le chef de la religion romaine. Et on connaît l'importance de la religion à Rome. Deuxièmement, il a le pouvoir civil. Il est dictator perpetuo, ça veut dire dictateur à vie.
Alors, la dictature est une magistrature qui existe à l'époque républicaine, mais elle est limitée dans le temps et pour des circonstances exceptionnelles. Par exemple, en cas de guerre, on est dictateur pour 6 mois et ensuite on reprend. Il y a un dictateur pour 6 mois et ensuite on reprend le régime normal des institutions. Le fait que César soit dictateur à vie, eh bien, ça l'assimile à un roi. Pardon. Troisième pouvoir, vous voyez qu'au revers de la monnaie est représenté Vénus Victrix. César est le général victorieux. Vénus, c'est non seulement son ancêtre à lui, mais c'est également la Vénus Victrix, celle qui apporte la victoire. César est le général victorieux à l'extérieur contre les Gaulois. Il est le général victorieux à l'intérieur contre Pompée. Et il s'apprête, d'ici aux environs du 19 mars, à lancer une grande expédition contre les Parthes, les Perses. Et s'il en revient victorieux, eh bien, il aura encore beaucoup plus de prestige militaire. Donc c'est cet assemblage de pouvoir, cette concentration de pouvoir qui a irrité un certain nombre de personnes et qui a permis un rassemblement assez disparate de véritables républicains, de ceux qui voulaient que soit maintenu le régime républicain, de déçus du césarisme, et puis aussi des partisans de Pompée. Pompée, c'était le parti, politiquement, c'était le parti des optimates, auquel s'opposait le parti des populares, qui était soutenu par César. Alors que s'est-il passé le 15 mars 44, au lever du jour? Eh bien, tandis que le Sénat se réunit dans la curie du théâtre de Pompée, César, lui, se réveille dans sa maison de la Domus Publica. Il a mal dormi. La veille au soir, il a dîné chez Lépide, son maître de cavalerie. Le maître de cavalerie, c'est l'adjoint du dictateur. Ils sont probablement en train de préparer la campagne contre les Parthes. Le départ des troupes est prévu pour quelques jours, dans 3-4 jours. Ils ont dû discuter de tout cela, ça cause beaucoup de soucis à César. Apparemment, ils ont beaucoup mangé, beaucoup bu. Bref, César a mal à la tête, il a fait des cauchemars, il fait venir son médecin qui lui conseille de ne pas sortir. Et puis sa femme, la femme de César, Calpurnia, a fait aussi un cauchemar. Elle a vu son mari complètement ensanglanté et elle lui demande de rester à la maison. Voici la carte des restes archéologiques qui vont nous permettre de situer cette maison de César et puis également de retracer son parcours jusqu'au Sénat. La Domus Publica, à l'époque de notre maquette virtuelle, au IVe siècle, n'existe plus. Elle a été, sur son emplacement, s'est étendue la maison des Vestales. En effet, la Domus Publica, c'est la résidence du grand pontife, mais à partir d'Auguste, sous le régime impérial, c'est l'empereur qui est systématiquement grand pontife. Donc il n'y a plus d'habitation réservée au grand pontife. Alors pour la repérer aujourd'hui, disons qu'elle se trouve en bordure de la Via Sacra. Ces restes ne sont pas très lisibles. Elle est au nord-est de la maison des Vestales impériale, qui est beaucoup plus grande et pas dans la même orientation que la maison des Vestales qui existait à l'époque de César. Alors à l'époque de César, il y avait déjà le temple de Vesta qui existait à son emplacement, l'emplacement où il est encore aujourd'hui, et à côté il y avait une maison des Vestales mais qui était beaucoup plus petite. Existait aussi la Regilla. Alors la Regilla, on croit souvent que c'est là qu'habitait César, parce qu'en fait le mot Regilla désigne l'ancienne résidence royale qui, à l'époque de la République, est devenue
en quelque sorte le centre administratif de la religion romaine, comprenant à la fois la résidence du grand pontife, mais, et c'était l'objet du petit bâtiment trapézoïdal que l'on connaît aujourd'hui sous ce nom, également un endroit qui était l'endroit officiel, si je puis dire, de l'exercice des fonctions du grand pontife, avec un temple de Mars, et avec les boucliers sacrés, des lieux de conservation, des archives, les annales et le calendrier. Voilà, mais c'est pas là qu'habitait, c'est pas dans la Regia, ce qu'on appelle la Regia aujourd'hui, qu'habitait le grand pontife. Il habitait un petit peu plus haut sur la Domus Publica, pas loin du temple d'Antonin et Faustine, bien conservé aujourd'hui, qui se repère facilement, de l'autre côté de la Via Sacra. Et pour qui veut voir précisément l'endroit, le plus facile est de se dire que César a vu son dernier lever de soleil devant les vestiges du petit temple rond qu'on appelle le temple de Romulus, le fils de Maxence, mais dont l'identification est incertaine. C'est donc là, le matin du 15 mars 44, que César est retenu à la fois par son médecin et par sa femme. Alors transposons-nous maintenant à 1 kilomètre à vol d'oiseau au nord-ouest, dans le portique de Pompée. C'est là que le Sénat se réunit. L'endroit est assez facile à repérer parce que la partie arrière du portique de Pompée, tout ce qui se trouvait derrière le portique de Pompée, a été dégagé. C'est ce que l'on appelle la zone archéologique du Largo Argentina. On a repéré dans ce secteur les restes de 4 temples qui sont désignés conventionnellement sous le nom des lettres A, B, C et D. Et on a repéré également, c'est en rouge sur la diapositive, l'arrière du mur de la curie où Pompée a été assassiné. Alors à l'époque, on n'entrait pas dans cette curie par le côté Largo Argentina, on y entrait par le portique de Pompée, c'est-à-dire par le côté opposé, mais c'est un lieu inaccessible aux visiteurs aujourd'hui. Le 15 mars 1944, au lever du jour, donc le Sénat est réuni ici. Alors pourquoi est-ce qu'il est ici plutôt que dans la curie du Forum romain? Eh bien parce que d'abord cette curie est en réfection, elle est en travaux. Et puis parce que le 15 mars, chez les Romains, les ides de mars, c'est un jour férié. Et il y a des jeux ce jour-là. Il y a notamment des combats de gladiateurs qui vont être organisés dans le théâtre de Pompée. Et il est de coutume pour le Sénat, les jours de jeu, de se réunir près de l'endroit des jeux. Donc tous les sénateurs sont là, et parmi eux, les 24 conjurés, avec à leur tête Marcus Brutus et Caius Cassius. Pourquoi avoir choisi le Sénat comme lieu de l'assassinat? Eh bien, c'est astucieux parce que César ne voulait pas de garde militaire importante. Mais malgré tout, quand il se déplaçait, il était dictateur. Il avait autour de lui des licteurs, des serviteurs, des personnes qui pouvaient le défendre en cas de danger. Or, dans le bâtiment du Sénat, ne peuvent entrer que les sénateurs, et sans armes. Et tous les conjurés sont sénateurs. Ils ont caché leur poignard, soit dans leur toge, soit dans ce qu'on pourrait appeler leur porte-documents de l'époque. Ce sont des boîtes cylindriques dans lesquelles on met les rouleaux, les documents qui vont servir pendant la séance. Donc, à l'intérieur du Sénat, César n'a plus aucune protection. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont là dès le lever du jour? Parce que c'est l'habitude de réunir le Sénat dès le lever du jour. Et bien pendant ce temps-là, César, dans la Domus Publica, est toujours dans la décision. Mais ça fait plusieurs heures qu'il ne prend pas de décision. Le Sénat s'impatiente. Les conjurés aussi s'impatientent. Et ils envoient un des leurs, qui s'appelle Decimus Brutus.
Alors, c'est un cousin très éloigné du Brutus, le Marcus Brutus, le chef de la conjuration, mais c'est surtout un très proche de César. Il a été son lieutenant, un de ses lieutenants les plus fidèles pendant la guerre des Gaules, pendant la guerre civile, et il était avec lui aussi au repas, la veille au soir, au repas chez Lépide. Et Decimus, donc qui fait partie des conjurés, va persuader César de venir au Sénat en utilisant deux arguments. Il va lui dire, tu ne peux pas mépriser comme ça le Sénat, les faire attendre plus longtemps, c'est toi qui les as convoqués aujourd'hui. Et puis le Sénat ne peut pas se réunir sans César, parce que César est le président de la séance. En tant que dictateur, c'est lui qui préside la séance du Sénat. S'il ne vient pas, le Sénat ne peut pas se réunir. Et puis il lui dit deuxièmement, qu'est-ce qu'on va dire de toi si on apprend que tu as redouté le cauchemar de ta femme? Donc César part. César va aller au Sénat. Alors voici le trajet, les deux trajets possibles qu'il a suivis. Les deux trajets contournent l'un et l'autre le Capitole. Le trajet en très plein qui passe par la gauche est plus vraisemblable parce que le trajet en pointillé aurait obligé les porteurs de la litière à monter sur le petit col qui existait à l'époque entre le Capitole et l'Esquilin. Quoi qu'il en soit, les deux trajets représentent environ 1,4 km. Il a fallu, compte tenu des encombrements, des arrêts, probablement environ 40 minutes aux porteurs pour conduire la litière à destination au Sénat. Pendant le trajet, quelqu'un a réussi à remettre à César un billet qui lui indique qu'il va être assassiné. Mais César n'aura pas le temps de lire ce billet et on le retrouvera dans sa main crispée après l'assassinat. Je vais laisser Sophie vous raconter l'histoire même de l'assassinat sur les lieux du drame. Et moi, je vais me transposer tout de suite 5 jours plus tard, le 20 mars, le jour des funérailles. Ce jour est très important parce que c'est ce jour-là que la population qui était restée dans la sidération après l'assassinat va basculer contre les conjurés. Alors pour comprendre ce qui s'est passé ce 20 mars 1944, il faut envisager 3 lieux. D'abord la Domus Publica. C'est là que le corps de César a été ramené par 3 de ses serviteurs. Ensuite le Champ de Mars. Le 20 mars, le corps de César devrait être brûlé dans l'ustrinum familial, près de la tombe de Julie, sa fille, qui sera probablement son tombeau à lui aussi. Un ustrinum, c'est un endroit où on brûle les corps. Chaque famille, les grandes familles, ont leur propre ustrinum. On ne sait pas exactement où se trouve l'ustrinum de César. On pense qu'il se trouvait à côté des ustrina impériaux. On en a repéré quelques-uns dans ce secteur-là. Et troisième lieu, le forum. Comme César est un personnage important, on lui a décrété des funérailles nationales, des funérailles publiques. Et les funérailles publiques se passent de la manière suivante. Il y a une chapelle funéraire du décédé qui est dressée sur le forum, devant les rostres. Les rostres, c'est la tribune ou harangue, et quelqu'un va prononcer l'éloge funèbre. Donc si c'est ce qui se passe pour César, une chapelle funéraire est installée au pied des rostres que l'on voit ici. Alors ceux que l'on voit ici, ce ne sont pas exactement ceux qui ont été témoins de l'événement, puisqu'ils ont été refaits par Auguste un petit peu après, mais c'était déjà les rostres que César avait fait refaire. Ils étaient tout neufs. En les déplaçant de quelques mètres, les anciens étaient devant la curie. Et c'est Antoine qui va prononcer son éloge funèbre. Antoine, il le fait parce qu'il est consul, donc c'est à lui que revient de prononcer l'éloge funèbre. Mais Antoine, c'est un fidèle de César. Il n'était pas dans la curie au moment de l'assassinat. Sophie vous dira pourquoi tout à l'heure. Mais il va prononcer un éloge très, très flatteur et il va faire un acte, il va dramatiser.
il va tout dramatiser. Il avait amené avec lui la toge que César portait le jour de sa mort, la toge ensanglantée, percée de coups de poignard. Il va la montrer au peuple. Et puis, à ce moment-là, peut-être sur son ordre à lui, on ne sait pas très bien, le corps de César lui-même est apporté au pied des rostres, alors que normalement, il aurait dû être conduit directement au champ de Mars, dans l'Ostrinum. Là, il est apporté au pied des rostres, et c'est l'émeute. Le peuple s'empare du corps, il va aller le brûler sur le Capitole, puis dans la curie même de Pompée, mais il est empêché par les prêtres et les soldats. Donc finalement, le peuple va porter le corps à l'autre bout du forum. Il va dresser là un bûcher improvisé en prenant les meubles qui se trouvent tout autour, en particulier les sièges et les tribunes des magistrats qui rendaient la justice directement sur le forum ou dans les basiliques qui se trouvent autour, et le corps est brûlé à cet endroit. Quel souvenir garde-t-on de César au IVe siècle après Jésus-Christ? Eh bien d'abord, on va élever un temple à l'emplacement même où il a été brûlé, où son corps a été brûlé. Alors il semble que la décision de lui élever un temple remonte à peut-être 2 années avant l'assassinat, mais c'est au mois de juillet 44 que les choses vont se décider vraiment. Le mois de juillet, c'est un mois, vous le savez sûrement, juillet, c'est un mois qui a été renommé en l'honneur de César, du nom de Julius César. Donc c'est le mois de sa naissance. Donc on célèbre cette année-là, en 44, une fête en son honneur, et apparaît dans le ciel une comète. Et on se dit, bah tiens, c'est l'âme de César qui est en train de monter au ciel. Et c'est ce qui va précipiter donc la décision de le considérer comme divin et de lui élever un temple. La décision sera prise officiellement le 1er janvier 42. C'est ce qu'on appelle une consécration, une consecratio en latin. Et cette divinisation, eh bien, ça va devenir le modèle, l'archétype des divinisations des empereurs, ensuite à partir d'Auguste, qui sera la règle. Alors, le temple lui-même sera commencé en 35, parce que 10 ans après sa mort, et terminé en 29 avant Jésus-Christ. Ce qu'il en reste aujourd'hui n'est pas très beau, parce qu'il ne reste que le noyau de béton du podium. Toutes les pierres de taille, tout le marbre, tout ça a été pillé. À l'origine, le podium du temple de César était percé d'une exèdre qui marquait l'emplacement précis où avait été brûlé le corps. Par la suite, cette exèdre a été murée dès 14 avant Jésus-Christ. César avait aussi une statue en tant que divin, aux côtés des statues du dieu Mars et de la déesse Vénus, à l'intérieur du temple de Mars Ultor, sur le forum d'Auguste. Mais la découverte la plus émouvante de ces dernières années se situe sur les lieux mêmes de la curie de Pompée, en arrière du temple B, que vous voyez ici, et touchant le fond du temple C. Les murs qu'on aperçoit au fond, ce sont les restes de la curie de Pompée. Et c'est là qu'une équipe espagnole dirigée par Antonio Monterroso Checa a repéré un bloc de maçonnerie énorme, 6 mètres de long, 2 mètres de haut, 2 mètres de profondeur, qui n'a aucune raison particulière d'être là, si ce n'est de cacher l'endroit où est tombé César. Alors, ce que vous apercevez là où est le chat noir, vous voyez, dans le carré rouge, eh bien, c'est la trace du flanc est de cette maçonnerie. Pourquoi avoir voulu marquer ainsi, cacher ainsi cet endroit? Eh bien, parce que le meurtre de César, c'est un sacrilège terrible. C'est un double sacrilège. D'abord parce qu'il a été perpétré dans la curie.
il a été perpétré dans la Curie qui est un lieu consacré, c'est comme une église aujourd'hui. Deuxièmement, parce que César était grand pontife, il était, en cette qualité, intouchable. C'est un double sacrilège et on a voulu, pour arrêter la colère des dieux, marquer l'endroit où son sang a coulé, à la fois en garder le souvenir, mais aussi le cacher complètement sous ce bloc de maçonnerie. Alors, si vous allez à Rome, vous pouvez le voir, cet endroit, en vous penchant par-dessus la barrière le long de la Via Ittoria Argentina. Mais ce n'est pas très visible. Je vous l'ai marqué ici avec un rectangle rouge parce que, d'abord, il manque la partie supérieure du bloc, et puis le bloc lui-même a été entaillé et recouvert par d'autres maçonneries. Mais vous voyez qu'un pin a poussé, précisément, à l'endroit où le sang de César a été versé. Alors, qu'est-ce qui permet à l'équipe espagnole d'avancer cette hypothèse? Eh bien, il y a 4 arguments. Le premier argument est que ce mur, ce bloc de maçonnerie de 6 mètres de large sur 2 mètres de haut, est postérieur à la construction de la Curie. L'analyse des matériaux le confirme, et puis d'autres indices. Deuxièmement, on a un texte. On a plusieurs textes, mais notamment celui de Suétone, qui nous dit qu'après l'assassinat de César, on décida de murer la Curie dans laquelle il avait été tué, de nommer les Ides de mars jour parricide et d'interdire à tout jamais au Sénat de se réunir à cette date. Alors, le verbe latin pour murer, dans le texte de Suétone, c'est le verbe obstruere, qui a donné en français obstruer. Qu'est-ce que veut dire Suétone? Eh bien, il fait certainement allusion au fait qu'on a coulé cette maçonnerie sur l'endroit où César a été tué, où son sang a été versé, et qu'on a fermé tout simplement la Curie pour qu'elle ne soit plus utilisée. Troisième argument, on n'a jamais de ce type de structure au fond d'une Curie. On connaît plusieurs Curies qui nous sont restées, jamais on a une structure, un bloc de maçonnerie de cette taille, de ces dimensions, au fond de la Curie, là où se trouve le siège d'une Princeps Senatus et où se trouvait à Rome, dans la Curie de Pompée, la statue de Pompée. Et puis, dernier argument, eh bien, il est de coutume, chez les Romains, de masquer un endroit néfaste, de le recouvrir par de la maçonnerie. C'est le cas, par exemple, des endroits où est tombée la foudre. Un endroit où est tombée la foudre, ça devient un lieu néfaste et on le recouvre par une maçonnerie. Voilà, donc précisément où a été tué César. Je vais maintenant laisser Sophie vous emmener vivre ce moment dans les lieux reconstitués. Bonsoir. Il est des événements dans l'histoire de l'humanité qui marquent les mentalités plus que d'autres. Les attentats, bien sûr, mais également les assassinats de personnages célèbres. À cet égard, il faut bien reconnaître que l'assassinat de Jules César passionne. Le dossier lié à cette enquête est relativement complet. On connaît les assassins, le lieu, le mode opératoire et jusqu'aux dernières minutes de vie du dictateur pendant lesquelles le complot faillit être déjoué. Vous verrez que le scénario est vraiment digne des plus grands polars, ce qui explique peut-être l'intérêt porté au sujet. Nous sommes maintenant dans le portique de Pompée, au début du mois de mars 44 avant Jésus-Christ, soit quelques jours seulement avant l'assassinat de Jules César. Nous allons essayer d'appréhender ensemble le contexte et l'enchaînement des différents événements. Il faut d'abord bien comprendre pourquoi nous sommes ici, à quelques pas seulement du théâtre de Pompée, que vous découvrez ici à l'image. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, les sénateurs doivent se réunir. Ils doivent se réunir et la curie du Forum romain est fermée pour cause de travaux. L'après-midi même du crime, des jeux de gladiateurs seront organisés dans le théâtre de Pompée. Puisqu'il n'y a pas encore d'amphithéâtre permanent à Rome, le Colisée, à cette époque-là, n'est pas encore construit.
C'est donc dans la curie de Pompée, située à proximité immédiate de ce théâtre, que la séance du Sénat va avoir lieu. Vous venez de découvrir le théâtre, et bien regardez, la curie de Pompée se trouve juste en face, juste au fond de la perspective que l'on découvre ici à l'image. Le jour de l'assassinat de César, avant même que le dictateur n'arrive dans le portique, Cassius et Brutus, qui sont 2 des 24 conjurés, attendaient César depuis l'aube. Si on suit les témoignages littéraires, on comprend que Brutus avait même probablement rendu la justice sous ce portique une partie de la matinée. Brutus était en effet prêteur, ce qui correspond à un juge pour parler en termes modernes. Or, quand les prêteurs rendent la justice, ils peuvent s'installer à différents endroits dans la ville. Ils peuvent s'installer sur le forum, ils peuvent aller dans les basiliques ou sous certains portiques, et ici probablement sous le portique de Pompée. Dans le contexte où nous nous situons ici, début mars 44 avant Jésus-Christ, la tension est palpable à Rome. Des graffitis fleurissent à différents endroits de la ville et ils sont souvent destinés à Brutus qui est très proche de César. Ce Brutus est en effet le fils de Servilia, et Servilia, c'est l'amante de César. Et en plus, Brutus porte un nom très connu à Rome. C'est déjà un homme nommé Brutus qui, en 509 avant Jésus-Christ, avait chassé le dernier roi de Rome, Tarquin le Superbe, avec pour conséquence l'instauration de la République. Plutarque, un auteur qui écrit en grec, nous raconte une anecdote significative à propos du Brutus du 1er siècle et qui est directement liée au tribunal devant lequel nous nous trouvons. Je vais vous lire quelques lignes de ce texte. Voici ce que dit Plutarque. Il nous dit « Les partisans de la Révolution avaient les yeux fixés sur lui seul, ou du moins sur lui en premier lieu. Ils n'osaient pas lui en parler, mais la nuit, il couvrait le tribunal et le siège où il s'asseyait pour donner ses audiences de prêteur, de billets généralement conçus en ces termes « Tu dors, Brutus » ou même « Tu n'es pas Brutus ». Donc certaines personnes au sein de la population exhortent cet homme à commettre un acte irréparable. Le jour de l'assassinat, le portique de Pompée devait être relativement fréquenté car les combats de gladiateurs, on le sait, attiraient les foules. Il y avait 20 000 places au théâtre de Pompée pour accueillir les amateurs de ce type de spectacle. Or, quoi de mieux pour attendre les réjouissances que de patienter ici sous ce portique entouré d'une colonnade. D'un point de vue strictement architectural, au départ, ce portique avait été conçu pour que, en cas de pluie pendant un spectacle, les spectateurs puissent évacuer le théâtre pour se réfugier sous les parties couvertes en attendant la fin de l'averse. Dans les faits, ce portique de Pompée fut aussi un lieu de rencontre amoureuse à une certaine époque, et la partie couverte abritait également des œuvres d'art, des peintures, des sculptures. Il s'agissait donc aussi d'une sorte de musée. Et c'est là que César va arriver le jour de son assassinat, porté dans une litière qui devait être fort semblable à celle-ci. Brutus et Cassius sont là, et ils surveillent d'un œil attentif le comportement du dictateur. La conspiration va-t-elle pouvoir aller jusqu'au bout, ou au contraire, est-ce qu'au dernier moment, le complot va être déjoué? D'après les sources anciennes, il s'en est vraiment fallu de très peu. Je vais vous lire un texte d'Appien pour vous faire partager la tension de la scène. Un personnage du nom de Laénas s'approche de la litière de César. Et voici ce que nous dit Appien. Laénas vint à sa litière et s'entretint en particulier avec César, avec empressement. À la vue de ce qui se passait, les conjurés furent aussitôt saisis d'une terreur que renforçait la longueur de la conversation, et ils s'entendaient par signes pour se suicider avant d'être arrêtés. Mais comme le dialogue se prolongeait, ils virent que Laénas n'avait pas l'air de procéder à une dénonciation, mais plutôt de demander une faveur et d'insister. Ils respirèrent,
et quand à la suite de l'entretien, ils virent la Hénace le saluer encore, ils reprirent courage. Caius et Brutus ont eu chaud, si vous me permettez l'expression, mais l'histoire était en marche, et rien ne semblait plus pouvoir empêcher César de subir son destin. César descend donc de la litière et il s'avance au pied de la curie de Pompée. Avant d'entrer, César va devoir prendre la vie des dieux. À cette époque, en effet, les consuls, au moins, font réaliser un sacrifice pour voir si les présages sont bons avant d'entrer au Sénat. Le dictateur, celui qui concentre le plus de pouvoir entre ses mains, va lui aussi, bien sûr, demander à un spécialiste de regarder les entrailles de l'animal avant d'entrer. Là encore, l'histoire aurait pu basculer. Ce qu'il y a de vraiment incroyable avec l'assassinat de César, c'est que je n'ai même pas besoin de vous présenter les faits sous un certain angle pour augmenter le pathos de la scène. Les faits historiques y suffisent largement. Je vous lis à nouveau un passage de la Plume d'Appien qui concerne directement le sacrifice réalisé pour César devant la curie de Pompée. Il nous dit « La première des victimes immolées pour César se révéla dépourvue de cœur, où selon certains, il manquait la partie supérieure des entrailles. L'aruspice lui déclara que c'était signe de mort. » Un nouveau sacrifice est donc réalisé. Et voilà ce que nous dit la suite du texte. Bien qu'aucune victime ne fût de meilleur augure, ayant scrupule à faire attendre le Sénat, et pressé par ses adversaires se présentant en ami, il entra, sans tenir compte, des sacrifices. Imaginez ce qui peut se passer à ce moment-là dans la tête des conjurés. Si César entre ici, ils sont tous là, prêts à le transpercer de coups. S'ils devinent le complot, ils sont tous enfermés dans un bâtiment qui ne comprend qu'un seul accès. Ce sera donc le succès ou la mort. Entrons donc dans cette curie avec César. La curie de Pompée est un édifice dont finalement on connaît assez peu de choses. On estime que sa taille était comparable à celle de la taille de la curie julienne, celle qui se trouve sur le forum romain, soit à peu près 400 mètres carrés. Pour la décoration, Antonio Monteroso, qui a fouillé sur place, conclut que les murs étaient revêtus de stuc. Et étant donné l'époque à laquelle nous nous trouvons, ce stuc était probablement peint pour représenter des motifs géométriques comparables à ceux que nous avons figurés ici sur le modèle virtuel. Mais attention, les couleurs restituées ici sont 100% hypothétiques, car aucun pigment de couleur n'a pu être retrouvé. Contrairement à ce qui est parfois écrit ou représenté sur certains tableaux, cette curie est parfaitement rectangulaire. Donc elle ne comprend aucune abside et aucune niche. Les sénateurs vont s'installer de chaque côté de la salle, et puis celui qui va présider la séance, le princeps senatus, prendra place au centre. La perspective ouverte par l'allée centrale permet de mettre en valeur une statue que nous connaissons bien par les textes. Elle représente le général Pompée, Pompée le Grand, Pompeius Magnus en latin. Ce général Pompée s'était fortement opposé à César quelques années plus tôt et il avait finalement dû fuir en Égypte, où il finira d'ailleurs assassiné. Combien de sénateurs ont-ils poignardé César au pied de la statue de Pompée? Ils étaient probablement 23 hommes à s'être jurés de blesser chacun individuellement le dictateur. Un 24e homme faisait partie des comploteurs, mais son rôle consistait à occuper Antoine à l'entrée de la curie, juste au niveau des portes. Antoine est en effet un des seuls hommes qui aurait eu le courage et peut-être la présence d'esprit de s'interposer en comprenant ce qui se passait. Donc, les comploteurs le gardent à distance, le plus loin possible de la scène du crime, et Antoine reste près des portes. À un signal donné, César est attaqué, et à ce moment-là, les coups s'enchaînent. Les textes racontent qu'au moment où César reconnaît Brutus parmi les assaillants, il cesse de se défendre
et recouvre simplement sa tête pudiquement d'un voile. Selon Plutarque, les tout derniers mots prononcés par César, il les aurait prononcés en grec et il aurait dit « kai sou teknon », toi aussi, mon fils. Teknon, attention, n'est pas nécessairement à prendre au sens propre, il pourrait tout aussi bien s'agir d'un terme affectif, étant donné les liens assez proches qu'il y avait entre les deux hommes. Donc, César tombe au pied de la statue de Pompée. Et cette statue, elle a elle aussi une histoire tout à fait fascinante que je voudrais vous raconter maintenant. En 1552, une statue est justement retrouvée à Rome, près du palais de la Chancellerie, c'est-à-dire relativement près du théâtre de Pompée. Aujourd'hui, cette statue, elle est conservée au Palais Spada, à Rome. Elle représente un nu héroïque portant un globe dans sa main gauche. Malgré certains témoignages contemporains de la découverte, il semble que la statue ait été retrouvée sans sa tête. Donc la tête que vous voyez ici, attention, elle a été ajoutée lors d'une restauration probablement au XVIe siècle. L'original, on ne sait pas où est la tête. La question difficile et puis primordiale, celle qui nous intéresse finalement, c'est de savoir si cette statue représente bien Pompée. Et est-ce au pied de cette statue-là que César est tombé? Au moment de la découverte, au XVIe siècle, naturellement, on s'empresse de le croire. En 1799, on ira même jusqu'à déplacer cette Pompée, cette statue, excusez-moi, on ira même jusqu'à déplacer cette statue pour aller l'installer dans un théâtre moderne de Rome, à l'occasion d'une pièce qui avait pour sujet, naturellement, l'assassinat de César. Et à cette époque-là, on se rend compte que des pigments rouges, vous les apercevez peut-être sur la photographie, on se rend compte que des pigments rouges sont visibles sur la jambe gauche de la statue. Et certains pensent qu'il s'agit des marques laissées par le sang de César. Alors, de façon moins romanesque, et j'en suis désolée, mais cette statue avait été restaurée et c'est simplement le fer lié à la restauration qui s'était oxydé et qui avait donné naissance à ces pigments rouges. Mais ce n'est pas ce que l'on pense à l'époque. Alors, qu'en pensent les spécialistes maintenant? Est-ce que l'analyse stylistique de cette œuvre permet de la dater, ou pas, du 1er siècle avant notre ère? Plusieurs écoles s'affrontent sur le sujet. Certains spécialistes, dont Filippo Quarelli, pensent que cette statue est effectivement celle qui nous intéresse et qu'elle représente effectivement Pompée. Pour justifier cette interprétation, il présente cette monnaie qui a été émise à l'époque de Pompée, au centre de laquelle nous voyons un globe. Et autour de ce globe, il y a 4 lauriers qui représentent les victoires que Pompée avait pu obtenir. Cette monnaie symboliserait donc le concept d'une domination universelle, et dans ce cas, Pompée serait un des tout premiers à se faire représenter comme conquérant du monde à l'image d'Alexandre, mais un des tout premiers à utiliser l'image du globe terrestre, comme l'atteste la monnaie. Mais, comme rien n'est jamais simple, tout le monde n'est pas d'accord. Et d'autres spécialistes, dont Gilles Sauron, pensent que cette statue est plutôt d'époque flavienne, c'est-à-dire bien après l'assassinat de César. Et dans ce cas, elle pourrait tout aussi bien représenter l'empereur Domitien. Et cette lecture, cette proposition de reconnaissance de l'empereur Domitien, elle est elle aussi tout à fait recevable, puisque la statue a été retrouvée à peu près à équidistance entre le théâtre de Pompée et le stade de Domitien. Donc finalement, il est très difficile de savoir si la statue représente Pompée ou Domitien, et il ne nous appartient pas de trancher cette question difficile. Un des points qui semble au moins admis, finalement peu importe que la statue représente Pompée ou Domitien, c'est que la mortaise réalisée dans le globe, le trou que vous voyez ici sur la partie supérieure du globe, servait probablement à recevoir une victoire. Nous avons donc restitué ici, à titre d'hypothèse, le corps de la statue mise au jour au XVIe siècle, et nous avons ajouté la victoire en bronze sur le globe, et nous avons représenté une tête à l'effigie de Pompée.
Il sera possible de dupliquer cette statue en remplaçant simplement la tête de Pompée par celle de Domitien pour pouvoir la mettre dans le stade de Domitien, ce qui permettra de garder les deux hypothèses en tête. La maçonnerie dont vous a parlé Philippe tout à l'heure, celle qui a été retrouvée par l'école espagnole, eh bien c'est juste là qu'elle a été coulée, juste devant la statue de Pompée, à l'endroit où le sang de César avait coulé. Après la mort de César, la nouvelle se répand rapidement et c'est la panique dans toute la ville. Personne ne sait s'il faut féliciter les meurtriers ou au contraire les blâmer. De façon quelque peu étrange, il semble que les comploteurs n'avaient pas vraiment échafaudé de plan précis pour la suite des événements, même pas sur le plan politique. C'est donc le désordre, le chaos. On assiste à des scènes de pillage un petit peu partout dans la ville. Les habitants courent s'enfermer, chacun chez soi. Aujourd'hui, si vous vous rendez à Rome, vous ne pourrez plus rien voir de ce portique de Pompée parce qu'il a été complètement réinvesti par la ville moderne. Donc le seul endroit où vous pouvez toucher du doigt ce pan de l'histoire romaine, c'est le Largo Argentina, dont Philippe vous a déjà parlé tout à l'heure. Il se trouve, ce Largo Argentina, juste derrière le mur de la curie de Pompée, juste derrière la statue. Et je vais vous proposer que nous le découvrions maintenant ensemble, mais dans son état du IVe siècle, c'est-à-dire l'époque de référence de notre modèle virtuel. Donc nous voici sous le portique qui borde l'aire sacrée du Largo Argentina. Au centre, 4 temples habillent la place, et à l'époque moderne, l'habitude a été prise de les nommer d'après les 4 premières lettres de l'alphabet. Vous avez donc ici, de droite à gauche, le temple A, le temple B, le temple C et le temple D. Donc, juste pour se repérer par rapport à ce qui est encore visible sur place, sur cette photographie, vous avez le temple A au premier plan, celui devant lequel nous nous trouvons, puis le B, le C et le D. Et le portique sous lequel nous avons commencé notre immersion sur le Largo Argentina se trouve tout en bas du plan que je vous présente ici. Donc, le voici, ce Largo Argentina. Quand je discute avec l'équipe d'infographistes et qu'ils se demandent s'ils ont vu ce Largo Argentina lors de leur voyage à Rome, je leur dis toujours que c'est là qu'ils ont vu les chats. Et cela suffit généralement à faire remonter leurs souvenirs. Donc, si vous allez à Rome et que vous voyez une zone avec des restes de temples antiques, où seuls des chats peuvent marcher au milieu des ruines, vous êtes bien sur le Largo Argentina, c'est la seule zone de Rome à se présenter ainsi. Le mur arrière de la curie de Pompée se trouvait entre le temple B, celui qui est circulaire et qui est muré au IVe siècle, et le temple C qui se trouve à sa gauche. Au IVe siècle également, des latrines, c'est-à-dire des toilettes publiques, avaient partiellement empiété sur les côtés de la curie. Et de même, un certain nombre de petits bâtiments secondaires s'étaient progressivement adossés à l'arrière de la curie de Pompée, si bien que la curie du 1er siècle n'existait déjà plus, à proprement parler, à l'époque du IVe siècle. Un début de ces visites virtuelles, c'est certes de parler avec vous de l'histoire de Rome, mais aussi et surtout de discuter de topographie, de comprendre comment les bâtiments s'agencent les uns par rapport aux autres. Donc, à titre de clin d'œil, pour ceux qui avaient suivi avec nous la nocturne sur les distributions de blé à Rome, je voudrais vous montrer que le Largo Argentina donne directement accès à cette grande place que l'on appelle la Porticus Minucia. Et c'est sous cette Porticus Minucia que les Romains se rendaient pour venir tous les mois chercher le blé nécessaire à leur subsistance. Et cette Porticus Minucia, vous voyez la porte à gauche, elle est directement accolée au Largo Argentina. Alors, pour terminer la visite de ce soir, je vais vous proposer que nous nous rendions maintenant sur le Forum romain pour voir comment César, et surtout pourquoi César a été divinisé, ce qui n'était plus arrivé depuis Romulus, depuis le dernier roi de Rome.
Donc, nous voici sur le Forum romain, nous sommes sur la Via Sacra, je regarde vers le Capitole, à ma droite, j'ai la basilique émilienne, et si je me retourne, vous allez découvrir dans quelques instants le temple au divin Jules, le temple au divin César. C'est le temple que vous apercevez ici au fond, juste devant nous. Et vous voyez tout de suite que sur le fronton du temple, c'est-à-dire sur la partie triangulaire qui se trouve au-dessus de la colonnade, une comète est représentée. On sait en effet que l'année de la mort de César, alors que des jeux étaient donnés en son honneur, une comète est passée dans le ciel de Rome. Et d'après Suétone, cette comète est restée visible pendant 7 jours. Il n'en faudra pas plus pour qu'Octave, le futur empereur Auguste, exploite intelligemment cet événement et fasse jouer la propagande. On raconte que c'est l'âme de César qui est montée au ciel. Et donc, la présence de cette comète sur le temple, nous la connaissons par les textes, mais nous la connaissons également grâce à certaines sources iconographiques. Et regardez particulièrement cette monnaie. Nous savons que cette monnaie représente le temple au divin Jules, parce que c'est écrit dessus, vous voyez, Diwo Yule. Et sur le fronton, on voit que la comète, qu'on appelle le Sidus Iulium, est lui aussi bien représentée. Alors, au IVe siècle, il n'y a pas d'escalier en façade du temple de César. Et l'exèdre, où le corps de César a été brûlé, a été muré. Philippe vous l'a dit tout à l'heure. Donc, pour accéder à la Kella, pour accéder à la chambre sacrée de ce temple, il faut remonter un petit peu la Via Sacra pour accéder à ces escaliers. Donc, nous montons ces escaliers. D'ici, nous apercevons le temple à Castor et Pollux, et si je me retourne, à ce moment-là, nous découvrons la chambre sacrée du temple au divin Jules. Alors, ce temple est un petit peu particulier parce que c'est un temple à Kella barre longue. Cela signifie que le temple est plus large que profond, ce qui n'est pas très courant dans l'architecture religieuse de Rome. Mais le point le plus intéressant, regardez, c'est que César était représenté dans cette chambre sacrée en grand pontife, en chef de la religion romaine. Nous le savons, grâce à la même monnaie que celle que je vous ai fait voir tout à l'heure, vous voyez qu'au centre, le personnage porte une toge et surtout, c'est ça qui est important, on voit que sa tête est voilée. Et ça, c'est vraiment caractéristique de l'habit du grand pontife, d'où cette proposition de restitution. Donc, je vous propose maintenant de passer à quelques mots de conclusion en nous tournant vers la colline la plus sacrée de Rome. Je veux bien sûr parler du Capitole. Donc, nous allons regarder vers le Capitole pour conclure cette séance. Un des écueils à éviter quand on travaille sur ce type de sujet, c'est probablement de se dire que nous avons toutes les clés de compréhension pour bien percevoir ce qui s'est passé. Certes, 5 auteurs décrivent les faits de façon concomitante, mais dans quelle mesure se sont-ils influencés mutuellement? Dans quelle mesure étaient-ils libres de s'exprimer librement? Nous ne le savons pas. Depuis la chute de la royauté à Rome en 509 avant Jésus-Christ, les Romains ont en horreur tout ce qui se rapporte à la monarchie. César, qui est un homme intelligent, en avait nécessairement conscience. Voulait-il donc vraiment être roi? Il est très difficile de répondre à cette question. Il faut garder à l'esprit que sa dictature à vie lui donnait des pouvoirs quasiment illimités et que de ce fait, toutes les anciennes institutions, Sénat en tête, étaient mises à mal, bafouées et je dirais même quasiment muselées. Quand un homme concentre dans ses mains autant de privilèges que l'a fait Jules César, les haines finissent toujours par s'exacerber. Des alliances pourtant improbables sur le papier vont se nouer. Elles ne convergent pas tant dans une unité de pensée que dans une volonté obsédante de changement, de nouveaux horizons que chacun souhaite meilleurs, sans vraiment savoir ce que l'avenir peut lui réserver. Je vous remercie.
Bien, merci à tous. La prochaine nocturne, le 10 mars, devait être la nocturne invitée. Corinne Bonnet de l'Université de Toulouse devait venir nous faire une conférence passionnante sur les noms des dieux tout autour du monde méditerranéen. Malheureusement, les circonstances ne nous permettent pas de la recevoir dans de bonnes conditions. Nous avons donc, en accord avec elle, décidé de reporter sa venue pour la prochaine saison. Elle viendra en 2022. Nous nous retrouverons donc le 7 avril 2021 pour notre dernière nocturne de la saison sur le Capitole, la colline sacrée de Rome. Les circonstances ce soir de couvre-feu ne nous permettent pas de procéder à la séance des questions habituelles. Nous nous donnons rendez-vous au mois d'avril. Merci à tous. Bonsoir. Bonsoir.